Et si l'agriculture de demain ressemblait à une forêt ? Un endroit où tout pousse ensemble, où la biodiversité n'est pas un problème à gérer, mais une force à cultiver. Aujourd'hui, je t'emmène en Belgique, à Ytre, sur un projet agricole pas comme les autres. Ici, on ne parle pas de monoculture, mais de jardins-forêts comestibles. Il s'agit d'un projet familial. Le papa, Damien, passionné par les arbres fruitiers, et l'une de ses filles, Ophélie, passionnée par les plantes et l'herboristerie. Deux visions réunies en un seul écosystème vivant. Chaque plante a sa place, chaque strate joue un rôle et chaque élément est pensé pour créer la vie. Une serre bioclimatique, une grange rénovée pour la transformation, un étang, des fruitiers, des petits fruits et des plantes médicinales. Ce que je veux te montrer dans cet épisode, ce n'est pas juste un lieu, c'est une preuve. La preuve qu'une autre voie est possible, une agriculture qui nourrit sans détruire, une agriculture inspirée du vivant. Bienvenue dans l'épisode 3 sur le chemin du jardin-forêt. Ta mission, si tu l'acceptes, créer un espace qui te nourrit toi et qui nourrit la biodiversité. Ton objectif, créer ta première guilde en 30 jours. Tu auras à chaque jour une mission et à chaque mission, un pas de plus vers ton autonomie. Ce message s'autodétruira si tu ne vas pas au bout de cette mission. Alors commence par créer un espace qui te nourrit et qui prend soin de lui. Salut Damien. Bonjour Yali, bienvenue. Merci, comment ça va ? Écoute, ça va bien, on a un petit rayon de soleil aujourd'hui, pas de pluie, et on a une saison super abondante, donc tout va bien. Donc ça a commencé il y a 7 ans ? Le projet a commencé donc il y a 7 ans, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, donc j'ai eu l'occasion de changer à 180 degrés de carrière. Et en discutant avec ma fille, j'ai 3 filles, celle du milieu, Ophélie, que tu verras, avec qui on parlera après. Ouais. On se dit bien, on se lance dans un nouveau projet, et si on le fait de manière professionnelle, on a été se former. Et elle était passionnée par les plantes, moi par les arbres. Et donc on s'est dit, pour allier les deux, on va créer une forêt-jardin. Et on va essayer d'en faire un modèle. On était au Bec et Loin, et le Bec et Loin nous expliquait que sous 10 arts, une personne pouvait en vivre avec un revenu de 55 000 € par an. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait essayer de montrer que sur 35 arts, ce qui est le cas ici, dans une forêt-jardin, une personne ou 2 personnes à temps plein pourraient subvenir en moyen de financier. D'accord. Et comment ça a été organisé le projet ? Alors justement, ça a été réfléchi pour... Alors c'était en permaculture, ce qui est important, c'est d'abord l'observation. On a pris beaucoup de temps pour observer tout, pour créer le tracé. Et pour se dire, tiens, comment organiser. Enfin, une forêt-jardin, en 2 mots, c'est, si on regarde une forêt primitive, il y a 7 strates. Il y a les hautes tiges, mi-tiges, basses tiges, les plantes, les buissons, les plantes grimpantes, les plantes couvrantes et les plantes de sous-sol. Et on s'est dit, tiens, on va créer une forêt-jardin avec les 7 strates, et tout ce qui sera dedans sera comestible. Et donc on est parti d'une page, moi j'aime bien montrer un petit dessin ici, c'était une petite photo. C'est pas une page blanche, une page verte. Voilà, c'était une prairie, on habite ici depuis 40 ans. Okay. Et donc il y a 7 ans qu'on a démarré, et on a, en oubliant les détails, on s'est dit tiens, c'est le bon endroit pour le faire. Et on est parti de cette page verte, on a commencé à faire du design, et Ophélie te montrera d'autres dessins, et pour aboutir à ceci. Et donc aujourd'hui la forêt elle a été créée en trois périodes, donc en 2017, 2018, 2019. Donc il y a des arbres qui ont 7 ans, 6 ans, 5 ans, et elle est déjà assez productive. Et donc le métier d'Ophélie, c'est tisanière, elle fait des tisanes et des sels aromatisés, elle fait pas mal aussi d'ateliers. Ma plus jeune fille s'occupe des événements, donc on a une vieille grange qu'on a aménagée pour que les entreprises puissent venir se ressourcer au vert pendant les journées et les événements. Et moi je récolte fruits et petits fruits que l'on vend dans les magasins bio locaux
Et on transforme aussi, on a une cuisine professionnelle, on transforme pas mal de produits, ce qui nous permet de rallonger les saisons. Ouais, en fait, le fait d'avoir une forêt-jardin, ça amène une diversité de produits et de types de transformation et de types de ventes aussi différentes. Alors, par exemple, on a en termes d'arbres fruitiers, on a 140 fruitiers avec environ 125 espèces et variétés différentes. Ok. Et donc ça nous permet d'étaler les saisons, d'éviter les maladies aussi, puisqu'on n'a pas de monoculture, le principe de la permaculture, pas de monoculture. Et c'est la même chose aussi pour tout ce qui est tous les buissons. On a 14 variétés de framboisiers, 12 variétés de myrtillers, 35 variétés de tomates. D'accord. Et donc c'est énormément de variétés, c'est qui rallonge les saisons, qui évite les maladies puisqu'ils ne se contaminent pas, et puis qui apporte beaucoup de saveur et de plaisir à la culture. Des goûts différents à chaque fois. Oui, tout à fait. On a la chance d'être sur une colline en hauteur. On habite ici depuis 40 ans. Et donc il y a toujours eu cette idée de faire sur cette prairie un jour un projet. Ce projet est né. Et une des raisons de l'avoir fait sous cet endroit-ci, c'est parce qu'on est vraiment bien orienté. On est orienté sud et le terrain est légèrement en pente vers le sud. Ah ouais. Mais malgré tout, on a créé ce qu'on appelle un pierre à soleil, et on a entouré, donc, comme un fer à cheval, tout le concept, toute la forêt-jardin de grandes haies et d'arbres pour le protéger des vents. Et grâce à ça, on a une température qui a augmenté d'1 degré à 1,5 degré par rapport à la moyenne du reste de la propriété. Ce qui permet d'avoir des fruits plus savoureux avec plus de couleurs et une plus belle maturité. Ouais, ça protège en fait. Oui, ça protège des vents, ça protège des gelées tardives, ça protège... surtout quand on a des fruitiers comme ça qui portent très fort comme ça ici, avec des gros vents, parfois tu as des coups de vent avec des pluies. Si tu n'es pas bien protégé, ils peuvent casser. Et comme ça prend du temps à repousser, donc autant se protéger au départ. Ouais. Je vois là, il y a plein de fruits autour de moi. Oui, et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, on est dans les pommes. Mais quoi que les pommes, donc les premières pommes, c'est un bel exemple dans le fait d'avoir beaucoup de variétés de pommiers. On cueille les premières pommes en juillet et les dernières en décembre. Fin novembre, début décembre, et on les consomme jusqu'en... Oui, c'est l'avantage. Donc ce qui veut dire que tu peux consommer, si tu aimes les pommes, tu as des pommes qui sont mûres, qui n'ont jamais été traitées et qui démarrent, qui couvrent quasiment toute la saison. Ok. Et est-ce que vous avez des espèces un peu diversifiées, autres que des... Enfin, je pense à des aziminiers ou des choses plus exotiques ou plus... Comme on ne traite rien, le principe de la permaculture, la forêt-jardin, c'est d'anticiper. D'anticiper et donc de plutôt observer, d'empêcher d'avoir les maladies. Et donc pour ne pas avoir de maladies ou d'être ravagé par les ravageurs, on choisit des espèces locales. Si tu choisis des espèces non locales, malgré le réchauffement climatique, tu as plus de malchance d'avoir les ravageurs ou les maladies. Et donc, on a fait attention à cela. Et quasiment tous les pommiers, tous les arbres fruitiers, on a pommiers, poiriers, pruniers, sont des espèces locales. Alors, on a essayé malgré tout de planter des pêchers et des abricotiers. Ils donnent très bien dans une année comme celle-ci où tout pousse. Cette année-ci, c'était une année exceptionnelle où tout pousse. Mais l'année passée, par exemple, qui était assez humide, ça n'a absolument rien donné. Okay. Donc c'est assez irrégulier. Mais en fait, je pose cette question parce que c'est par rapport aussi à la filière un peu commerciale, de vente. Comme c'est des espèces qui ne sont pas très connues, les gens ils sont peut-être un peu réfractaires à tous ces goûts et ils ne vont pas forcément acheter dans votre démarche. Très très bonne question. Donc on a donc d'abord donc pour compléter, c'est vrai que ce que dit Ophélie, on a des figuiers malgré tout qui fonctionnent très bien, mais une variété de figuiers qui fonctionne très bien. On a des vignes, c'est vrai. On a des kiwis, ça marche très très bien aussi. Ouais. Mais dès que l'on arrive dans les magasins bio, on s'adresse pourtant à des gens qui sont un peu plus attentifs à ce qu'ils achètent, dès qu'on sort des sentiers battus, c'est assez compliqué. Donc il faut déjà convaincre les gens que ce qu'ils achètent, c'est un prix un peu différent parce que c'est une qualité différente. Les zimines, tu fais goûter, nous on aime ça, enfin on connaît, mais le commun des mortels, il ne va pas avoir tendance à vouloir en acheter, quoi.
Tu viens dans un magasin et tu vas, t'apportes des pommes, tu leur dis voilà, je vais vous apporter des pommes toute la saison, je vais commencer par les pommes. Donc vous avez des pommes plus acidulées, parce que ce sont plus précoces, des pommes un peu plus farineuses, parce que c'est début de saison, ou bien... Ah, les gens sont habitués à avoir la golden tout l'hiver. Ah oui, il y a ça aussi, même dans la pomme. Et donc, même dans la pomme, un produit classique, et je vois, il y a des gens qui apprécient et des gens qui apprécient moins. C'est la même chose pour les poires, c'est la même chose... bon, les légumes, on n'en vend pas, mais on a fait l'expérience de certains légumes. Kiwi, quand j'ai commencé j'ai des très belles kiwi, je ne connaissais pas, ça ne se vendait pas. Donc j'ai dit, écoutez, je vous mets des ravis gratuitement, laissez tester. Alors c'est ça la technique. C'est ça la technique, ben oui, il faut voilà. Faire des paniers ou faire un peu. Même chose pour les confitures, ou les tomates. Il y a tous des exemples, les confitures. Tu fais des confitures avec 25 ou 28% de sucre au lieu de 50%. La recette classique de base, c'est 50%. Mais c'est facile à calculer, le sucre par rapport au prix du fruit, ça n'a rien à voir. Donc tes confitures sont de meilleure qualité, de meilleur goût, meilleur pour la santé. Mais il faut habituer la clientèle à se dire je vais avoir quelque chose de plus savoureux, de meilleur pour la santé, mais qui va être plus cher puisque tu mets plus de fruits que de sucre. Tomates, c'est un peu le même principe. Les tomates qu'on vend dans le commerce, c'est des tomates qui ont été transformées génétiquement, qui ont perdu leur goût. Donc c'est rouge et c'est de l'eau. Des vraies tomates, variétés traditionnelles, qui sont cultivées, cueillies mûres et qui se cultivent avec des fleurs et autour de basilic. Elles ont un goût extraordinaire, mais ce n'est pas le même travail. Alors au début, les gens se disent mais oui, je trouve des tomates dans le commerce à 1 euro et ici on les vend à 6 ou 7 euros. Mais une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils sont habitués, ils nous attendent. Ok, donc il faut ça prend du temps. Non seulement ça prend du temps à cultiver, mais ça prend du temps aussi à j'ai envie de dire rééduquer un petit peu le consommateur. Le palais. Voilà. Ok, super. Bon, on va peut-être aller faire un petit tour. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre. Non, je pense que je vais laisser la place et la parole à Ophélie, donc, qui est notre seconde fille, qui connaît très très bien le projet parce qu'elle a développé quasiment tout ça avec moi. Et place à la jeunesse. Ok, salut Ophélie. Salut Lévi. Tu vas nous faire visiter un peu tout ça du coup. Ouais, viens, suis-moi. Allez, c'est parti. On va rentrer dans une clairière pour te montrer un peu la manière dont on a planté. Ok. Donc il y a des belles allées déjà, je vois. Ouais, circuler. Les allées, elles font combien? Elles font... C'est pour qu'un tracteur puisse passer quand on veut transporter des copeaux ou de la paille, des charges un peu plus lourdes. Et ça, c'est encore la prairie d'origine. Ah ouais. Donc tout le reste a été... On a paillé le reste, donc on a mis, pour préparer le sol, une couche de 15 cm de fumier, puis 15 cm de paille, qu'on a laissé pendant 1 an le temps d'étudier l'ensoleillement, le gel, le vent, l'eau, etc. Et puis après, le sol était prêt à être planté. En permaculture, une des choses primordiales, c'est le soin du sol. Et le soin du sol, c'est quasi ne rien faire. Donc nous, on fait toujours en sorte qu'il soit recouvert, donc soit de paille, comme ici, soit de copeaux ou de feuilles, comme là, ou alors de plantes couvre-sol, comme les fraisiers qu'on a pu voir là. Ouais, pour éviter que l'herbe vienne concurrencer le reste des plantes, quoi. Ouais, et pour toujours garder aussi l'humidité dans le sol, parce qu'on a du limon. C'est un sol sablo-limoneux et le limon peut craquer très vite, se craqueler, devenir très dur s'il n'est pas recouvert et donc après l'eau circule moins bien, les racines et la faune du sol. Ok. Donc ici on est dans la fameuse clairière, on voit que le paysage va évoluer avec les arbres qui vont grandir, mais on voit que c'est encore assez ouvert, assez ensoleillé. Et on a planté de manière circulaire. D'abord, donc tous des mi-tiges, des arbres mi-tiges qui sont pas trop hauts, comme ça facilite les cueillettes. Et donc on a à chaque fois planté des espèces différentes, c'est-à-dire pommes, poires, prunes, pommes, poires, prunes ou cerises. Premièrement, pour éviter la transmission de maladies, et deuxièmement, comme on le disait dans l'introduction, pour allonger les saisons, parce que des espèces différentes, mais aussi des variétés différentes. C'est-à-dire que le pommier là ne sera pas la même variété que le pommier là.
pour étendre, pour avoir des pommes précoces et des pommes tardives. En avoir tout le temps, quoi. Ouais, en avoir tout le temps à maturité. Trop bien. Donc on a nos arbres mitiges et puis on a ici la strate des arbustes. Ok. Donc beaucoup de fruits rouges ici chez nous. Là, les framboises. Là-bas, les casseilles, donc un mélange entre groseille et cassis. Ouais. Ici, les myrtilles. Ah waouh. Ah oui, donc peut-être un sol un peu acide aussi ou... Oui, on a modifié un peu le sol pour qu'il donne mieux. Avec de la chaux notamment, je pense. Okay. Et puis alors au centre, on a des plantes un peu plus herbacées, entre autres médicinales ou aromatiques, donc le cerfeuil musqué là, la valériane. Ah, je peux marcher là ou pas? Ouais, on peut marcher. Juste pour filmer d'un peu plus près, ça sera joli. Donc tu disais ici, ça c'est le cerfeuil musqué. Ok. On peut manger les feuilles, les jeunes feuilles tendres au printemps, et puis les graines, les fleurs, et puis les graines en été. D'accord. Et puis alors ici, on a de nouveau des fraises. Et on varie les plantations ici d'une année à l'autre. Il y a parfois des oignons, mais toujours des légumes qui ne demandent pas trop d'entretien ici au centre. À quel endroit? Ici, entre les... Oui, ici, entre les zones. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est des myrtilles, ça? Non. Ça, c'est des camérises. Ah, c'est des camérises, ça? On ne les a pas encore récoltées. C'est nouveau. Enfin, on les a... Ça, c'est trop bon, ça. Oui, les baies de mai. Ouais. J'espère que c'est que les feuilles sont grosses, d'habitude elles sont plus petites, mais après bon c'est possible, ça y ressemble quand même. Ouais, il y en a d'autres. Dites-nous dans les commentaires si jamais. Et ça c'est quoi? C'est un olivier? Ça c'est un olivier, oui. On a déplanté, on a transplanté, donc on l'a un peu taillé parce qu'il commençait à souffrir un peu, mais il donne super bien les oliviers ici. Ah ouais, pourtant c'est pas trop le on ne récolte pas encore le fruit, mais l'arbre se porte bien. Ouais. Mais il y a des olives, mais on ne les a pas encore transformées. Ok. Ça, c'est un perchoir à rapaces. L'idée étant que les rapaces viennent manger les mulots ou qui, eux, viendraient manger nos racines, les racines des plantes. Donc c'est pour créer tout un écosystème, écosystème pour équilibrer tout ça sans devoir intervenir de manière chimique. Et vous en avez aperçu ils viennent pas quand on travaille. On en a déjà aperçu, on en voit beaucoup voler, mais ce perché-là, ils viendront pas quand en journée. Ah oui, non, dès que tu bouges, on devrait mettre une caméra nocturne pour les voir, je pense. Et on a plein de nichoirs aussi partout pour accueillir les oiseaux. Ça doit foisonner d'oiseaux. Oui, ça c'est les myrtilles qui donnent une super jolie couleur en automne, les feuilles. C'est magnifique. Ah, ça doit donner en myrtille, là, c'est bon ça. Oui, les myrtilles sont délicieuses. On a des tonnes de myrtilles. Enfin, des tonnes, 300 kilos cette année. On va aller au nord maintenant. Ouais. Là, tu as les groseilles à maquereau. Ici, les cassis. Non, pardon, les groseilles classiques, ça. Quand il n'y a plus de feuilles. Ouais. Alors ici. Oh là là. Et on a eu, c'est la première année où on a eu autant de casses tellement que les fruits ont porté, que les arbres ont porté des fruits. Waouh. Ouais. Alors ici, on voit bien les différentes strates. On parlait des vents, les vents du sud-ouest qui sont cassants en été, quand les arbres sont porteurs. Ouais. Les vents du nord qui sont froids et qui peuvent brûler les fleurs au printemps. Et donc après, on a moins de récolte de fruits. Donc là derrière, il y a une haie qui était là d'origine dans l'ancienne ferme, qu'on a laissé pousser, donc protectrice. Et puis devant cette haie de hauts arbres, il y a une haie que nous on a plantée, qui est un peu plus courte, et on la taille. Donc elle a plusieurs fonctions, un élément, plusieurs fonctions, souvent on dit en permaculture. De un, elle est un abri et un couvert pour les oiseaux. Ouais. De deux, quand on taille, on utilise le broyat pour recouvrir les sols. Et de trois, elle protège aussi des vents froids.
Et puis on a les 3 sortes d'arbres ici. Donc il y a un cerisier haute tige, puis le cerisier mi-tige et le basse-tige. Donc ça fait partie des 3 strates. On voit j'aime bien montrer ici parce que sur un petit espace, on voit vraiment toutes les différentes strates. Ouais. Et puis après, tu as les arbustes, donc ici par exemple le cassis. Et puis après, tu as les herbacées. Donc là, elle est basse, mais ça c'est l'achillée qui devient en été comme ça, qui fait partie des plantes aromatiques et médicinales que je récolte. D'accord. Et puis après, tu vas avoir les plantes couvre-sol, comme ici les fraises des bois. Les plantes couvre-sol, c'est typiquement tout ce qu'on trouve en sous-bois au début du printemps, les violettes, les primes verts, l'ail des ours. C'est les petites fraises, c'est ça? Oui, ça c'est la petite fraise, fraise des bois. Ouais, il y en a plein là. Et puis, bon, là on voit pas le fruit, mais elle donne très bien en été. Et puis après, il y a les plantes racines, par exemple les guimauves, la réglisse, et puis les plantes grimpantes, donc vigne, kiwai, jasmin officinal, et je pense que je les ai toutes nommées. Voilà les 7 strates. Ce qui fait qu'on peut avoir une grande abondance sur une petite surface parce qu'on joue avec toutes ces échelles. Ouais. Et les lianes, vous les gérez comment d'ailleurs, du coup? Eh bien, on les voit pas bien ici, mais je peux te montrer au sud. On peut aller au sud et je te montrerai comment on les gère. Et peut-être un exemple pour l'achillée. Ouais. Achillée, je sais pas comment. Ouais, les deux. Comment tu la transformes pour donner un exemple aux gens? Ouais, eh bien ici, moi je vais récolter là, la fleur est plus, elle est montée en graines, donc je ne vais pas la prendre à ce stade-là. Ouais. Mais quand elle est blanche, donc je récolte la sommité fleurie, comme on dit. Donc je vais récolter ceci, même un peu plus petit, que je vais faire sécher. Et puis on va la faire infuser comme ça directement dans de l'eau chaude. D'accord. Alors une autre fonction de l'achillée, pour ceux qui... En fait, on dit que c'est l'arbre au charpentier parce qu'elle a une affinité avec le sang. Elle peut arrêter le saignement. Notamment donc, quand je me coupe avec mon sécateur, eh bien, si j'ai rien sous la main, là, on dirait que je vais prendre un peu de feuilles d'achillée, des jeunes feuilles comme ça, que je vais froisser pour que le suc sorte un petit peu. Et puis, je vais en faire un bandage comme ça. Et donc ça va arrêter le saignement. Ou encore pour les enfants ou ceux qui ont tendance à avoir des saignements de nez, au lieu de mettre une ouate dans son nez, eh bien on peut mettre une achillée, comme ça, une feuille d'achillée. Ah ouais, pas mal. Et ça stoppe le saignement. Et en plus l'achillée, en fait on la trouve, regarde ici, elle est dans le gazon, on la trouve dans tous les gazons. C'est facile à trouver. On la trouve partout et on peut aussi la manger. Donc toujours les jeunes feuilles, quand on mange, c'est souvent les jeunes feuilles tendres, c'est beaucoup plus, c'est plus tendre, quoi, c'est mieux. Donc plein de fonctions l'achillée. Super. Donc faut éviter qu'il y ait trop de fruits pour que enfin faut éviter qu'il y ait trop de fruits. Quand sinon, on les a vus commencer à se casser, on a dû égrener quelques fruits, on a dû sélectionner et en enlever certains. Il faut les récolter quoi, mais bon. Non, ils sont pas assez mûrs. Ouais, c'est ça. Donc... Wow, c'est impressionnant la quantité quoi. Et regarde ici, mais là voilà, ça fait partie des... Tu parlais des lianes ou des grimpantes. Ici on a les vignes. Comment on les gère? On taille ceux qui doivent être taillés ou pas. Et donc là on a les figues, le figuier, le pommier, les vignes. Et ici on a planté des haies fruitières. Donc c'est une espèce de un mode de forêt-jardin sur un plus petit espace. C'est-à-dire qu'on plante des arbres plutôt petits en ligne. Et donc on appelle ça des haies fruitières. Et ici on a mis, comme c'était la zone la plus chaude de la forêt-jardin, on a mis des plantes un peu plus exotiques, c'est-à-dire figuier, vigne. Là on a eu des magnifiques nectarines ici. Là c'est le reste de ce qu'il y en a eu, mais elles étaient délicieuses. On a eu des abricots. Donc comme c'est la zone la plus chaude, on sait ici qu'on se tente aux fruits un peu plus exotiques. C'est marrant que vous considérez... Vous dites exotique, mais chez moi dans le sud, c'est normal quoi. Oui, c'est ça. Mais ici en Belgique, c'est exotique. Ça, c'est la camérise pour sûr. Ah ouais. Oui, tu vois, les feuilles sont plus petites. Alors au centre, je sais peut-être que je me suis trompée. Qu'est-ce qui est exotique alors chez vous?
Bah, qu'est-ce qui est exotique chez nous? Ouais, c'est une bonne question. Les bananes, on n'a pas encore de bananes. Les bananiers, on a exactement. Des citronniers les ici. bananes, les aziminiers, les agrumes. Ici, ça c'est un jasmin qui pousse aussi en une des plantes grimpantes, un jasmin. C'est trop beau ici, là, c'est vachement dense et tout. Oui. L'impression vraiment d'être dans une forêt, là. Oui. Et les figues, mais il y en a, oh là là. Oui, donc elles mûrissent pas? Si, elles mûrissent petit à petit. C'est celles on en récolte tous les lundis, ou enfin en tout cas une fois par semaine ou 2 fois par semaine, beaucoup. Et celles qui n'arriveront pas à maturité, elles peuvent aussi être mangées, cuisinées, poêlées en fait. Ah ouais? Les vertes peuvent être poêlées avec un peu de vinaigre, un peu d'huile, c'est délicieux. Il doit y avoir des choses à faire, ouais. C'est impressionnant. Ou alors on les met en confiture. J'aimerais bien t'en proposer une, C'est toujours bon, je regarde s'il y en a une qui est mûre ici. Ah, les figues, c'est délicieux. Il y en a aussi plein chez toi, j'imagine. Ouais, j'ai pas de mal. Ça arrive assez bien à maturité. Il y en a une là qui est nickel, mais elle est tout là-haut. Ah oui. C'est pour ça qu'elle est belle. Comment vous faites d'ailleurs pour récolter des échelles? Échelles, oui. Et pour les fruitiers, si c'est au bon endroit, on a un tracteur avec une grue et on a mis un espèce d'échafaudage et alors on se met dedans. Okay. Ici, elle est belle. Ah ouais. La théorie des signatures dit que c'est bon pour les organes reproducteurs, les figues. Parce qu'il y a plein de semences quand on ouvre et en plus il y a un latex blanc. Tu pourras couper ça. J'avais jamais fait gaffe. T'as jamais entendu la théorie des signatures? Par exemple que la noix c'est bon pour le cerveau, tu vois, quand tu oui, d'accord, que ça représente. La théorie des signatures dit que la forme ou les informations que nous donne déjà le fruit te donne sur ta santé. Oui, par exemple l'avocat pour les femmes enceintes. Ok. Voilà, ça pour les organes. Génial. La vigne là, elle est d'accord. Vous les mettez sur à la fois des câbles et des. Ah oui, donc c'était ça ta question. On a des arbres. Voilà. J'essaie de comprendre comment c'est. Mais là, c'est parce qu'on ne l'a pas taillée. Mais ici, elle s'est magnifiquement, assez beau, ça j'avais jamais vu, tu me fais remarquer, elle s'est magnifiquement accrochée ici à un jeune cognacier qui vient d'être planté. On aurait dû la tailler un petit peu plus, mais comme c'est pas, on a eu une très belle récolte de raisins. Mais c'est pas non plus notre récolte principale, on la laisse un peu sauvage. Sauvage, d'accord. Mais oui, donc on a mis des câbles, des tuteurs et des câbles, et c'est comme ça que ça tient. Grimpe. Ouais. Trop bien. Donc les plantes médicinales, en fait ce sont souvent les gens, quand je donne des ateliers, au final on me dit mais en fait c'est les mauvaises herbes les plantes médicinales. C'est vrai que beaucoup de plantes qu'on utilise depuis longtemps pour se soigner, ce sont les bonnes plantes de chez nous. Que les gens, les paysans ou toute autre personne prenaient en zone sauvage lors des promenades et ramenaient chez eux pour les adopter et les utiliser. Et au final, c'est souvent pour la digestion ou calmer le système nerveux. Okay. Donc ici, on a autant des plantes dites mauvaises herbes que des plantes qui viennent du sud, de chez toi, ou des plantes un peu plus exotiques, mais alors là, je vais les mettre en serre. Alors ici, par exemple, on a la sarriette. Et donc là, elle est passée, on voit que les feuilles sont devenues toutes... Je ne vais pas la récolter maintenant, mais on a encore ces petites fleurs qu'on peut manger, qui sont délicieuses. Ouais. Et la sarriette, elle est très très forte. Déjà manger une fleur comme ça, c'est très puissant. Et en néerlandais, bon, ça ne t'intéressera peut-être pas ton public, mais ça s'appelle Bonenkruid. Et c'est un mot qui est beaucoup plus représentatif parce que ça veut dire l'herbe aux légumineuses. Et donc ça aide à digérer les légumineuses, par exemple. Elle vient digérer les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, etc. Donc souvent, traditionnellement, on va cuisiner sarriette avec les légumineuses. Ça pique un peu, ouais. Ouais. C'est puissant, rien qu'une petite fleur. Ouais. Là, il y a le calendula. Le calendula, c'est tout doux et on l'utilise souvent. On voit des crèmes de calendula, des huiles de calendula pour sa douceur pour la peau. Ok. Il y a la guimauve. On utilisait la guimauve pour faire le bonbon de guimauve. Et ici, c'est surtout sa racine qui est intéressante parce que la racine contient beaucoup de mucilage. C'est du gel.
qui va tapisser, qui va réhydrater toutes les muqueuses et tapisser par exemple l'estomac si on a des maux d'estomac ou des maux de ventre. D'accord. Le fenouil, dans les pays, les Indiens, il y a certains pays où ils vont tout le temps prendre un petit mélange de graines après les repas. Donc ici on a la petite graine de fenouil qui est délicieuse pour les ballonnements, les flatulences comme on dit, Ok. après repas. Ok. Il y en a plein. Donc là, ça fait un espèce de Là, gros j'ai fait massif. un espèce Arc de cercle. un cercle solaire, Un parce cercle que solaire. c'est Exposé un plein sud. demi-soleil exposé sud, en ligne. J'essaye de les maintenir en ligne pour faciliter la cueillette, mais cela dit, elles déménagent parfois et puis si ça me dérange, je les replace, mais ça reste assez mouvant. Ok. Il y a l'hélicryse, la mauve, la sauge, la lavande, le romarin, la valériane pour dormir. Il y a tout ce qu'il faut pour Il y a prendre tout ce soin qu'il de faut. soi. Oui, la pharmacie des champs, il y a tout ce qu'il faut pour se soigner, pour soigner les petits maux. Trop bien. Et l'ortie, c'est ma plante préférée. Ah, bah Est-ce que tu dis-nous veux ta goûter de plante. l'ortie? Bah ouais, carrément. J'ai introduit, comme la technique que je te disais, j'ai introduit, parce que l'ortie on en trouve partout, et j'ai introduit des orties sauvages ici pour faire une ligne. D'accord. Ici, maintenant il n'y a plus la ligne, il n'y a plus que ce massif-là qui reste. Ce qui est génial avec l'ortie, c'est que tu la coupes et elle repousse très vite. Et ici elle est encore belle, jeune, tendre. L'ortie c'est magnifique parce qu'elle est très généreuse. Ouais. On la trouve partout comme je dis, et en plus elle est très nutritive, elle contient pour 100 grammes de plantes, il y a 30 grammes de protéines. Elle contient beaucoup de fer, donc beaucoup d'autres de vitamines et d'oligo-éléments, et tu peux la manger, elle a un goût Tu assez... te piques pas les doigts là comme ça? Non, moi j'ai l'habitude. Est-ce que c'est une question d'habitude ou bien... Je remarque qu'elle me pique quand elle ne sait pas que je vais la récolter, mais quand elle sait que je vais la récolter, elle ne pique pas. C'est peut-être une superstition. Hein. Ah ouais. Et donc, tu la prends comme ça et tu la brosses dans le sens du poil. Donc, elle a plein de petites épines, on les voit au microscope là, Ouais. ou même à l'œil nu, Ouais. remplies de silice. C'est ça qui peut être un peu piquant, c'est comme des épingles, comme Ok. des aiguilles. Ok. Et donc, si tu l'écrases un petit peu, comme on avait vu avec la chilée, pour enlever le sucre et pour écraser les petites seringues là. Et puis, tu la mets sous ta molaire. Et puis, tu savoures les vitamines qu'elle t'offre. Ah ok, d'accord. Trop bien. Et ça pique pas trop, et ça a un goût iodé. Un peu d'huître comme ça. Ouais, en soupe aussi. En soupe. Moi je connais plus comme ça. Oui, après moi j'aime bien autant que possible, je Cru. trouve ça chouette de se promener, de manger directement, parce que c'est le plus frais et le plus vitaminé. Quand c'est cuit, tu ouais. perds... Tu perds plein de trucs. Tu perds beaucoup de choses, mais en soupe c'est très chouette, en quiche, tu peux la broyer, en faire des farines. Moi je la sèche et je la broie et ça me fait je la prends telle quelle pour reminéraliser, c'est une grande reminéralisante. D'accord. Et nettoyeuse du sang. Trop bien. Bah ouais, c'est vrai qu'il y en a plein en plus, donc Ouais, c'est accessible. voilà, très accessible. Donc, c'est une serre non gélive, c'est-à-dire qu'il peut faire moins 7 degrés à l'extérieur, il fait 0 degré dans la serre. Et ceci parce qu'elle est semi-enterrée. Et ici, il y a en fait, la chaleur est emmagasinée et puis elle est restituée la nuit. Et elle est orientée est-ouest, donc l'ensoleillement est au maximum toute la journée. Donc l'est est par là, puis hop, ensoleillement au sud, et puis le soleil se couche. Ouais. Et puis l'inclinaison du toit a été calculée en fonction des rayons du soleil à notre latitude pour qu'ils soient perpendiculaires et donc aussi au maximum. D'accord. Ouais, vraiment étudié pour maximiser la l'ensoleillement et qui n'ait pas besoin de chauffage. Cela dit, on ne cultive pas encore beaucoup en hiver, mais on pourrait cultiver vu qu'il peut faire moins 7 degrés et 0 degrés. On sent bien la différence. Hein. Oui. Et donc vous cultivez quoi? Et donc on cultive principalement des tomates variétés anciennes, mais aussi ici des concombres ou cornichons. Ça c'est les cornichons ou les concombres? Je ne sais même plus ça. Je suis pas très calé donc là-dedans. je pense que ça c'est des cornichons, mais il y a aussi des concombres. Ici des poivrons, et puis des aromates, donc basilic, toujours à côté, en association avec les tomates.
Et c'est sur des bacs surélevés en fait. Oui, bac surélevé pour l'ergonomie et pour que donc, ce soit une masse qui emmagasine la chaleur. Ah, en plus. Ouais. Et c'est en pleine terre, donc c'est en contact direct avec la terre là en dessous. Il faut pas, la terre reste qualitative parce que c'est pas juste, c'est en pleine terre, donc les vers de terre, etc. peuvent vraiment circuler. Waouh. On a des aubergines ici. On a des physalis là-bas. Basilic. Toujours les basiliques, un citronnier. Ça sent bon. Ah, ouais, un petit agrume. Ouais. Qui donne bien, hein, on a des bons citrons. Du coup, vous proposez des fruits et des légumes et des plantes aromatiques. Vous avez une belle gamme de... Oui, après, est-ce que la tomate est considérée comme un fruit? C'est pour ça qu'alors on dit... Long débat. On a une tomate, parce qu'on dit qu'on vend des fruits et des plantes médicinales, dont les tomates, vu que c'est un fruit. Ah ouais, d'accord, ok, bien vu. Donc la zone de maraîchage, sinon on peut passer par ici. Ouais, donc là, vous avez vos lignes de maraîchage. Oui, avec plein de légumes, mais qu'on ne vend pas. Ça, c'est pour nous. Ah ouais. Moi, j'adore. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut laisser monter des choses en fleurs. Là, ce sont des brocolis montés en fleurs. Waouh, c'est trop beau. Et c'est beau et en plus, c'est délicieux à manger. Ah ouais. Les fleurs comme ça? Oui, les graines. On peut tout. En fait, il y a beaucoup de choses montées en graines, en fleurs, qui peuvent être mangées. Pas, hein? Ah ouais, c'est sympa, ouais. Souffré, un peu souffré comme ça. Et donc ici, ça c'est l'étang qui sert donc à arroser principalement les fruits rouges. Et pourquoi on arrose avec l'étang? Pour éviter le stress hydrique. Donc si on arrose avec de l'eau trop froide, les plantes vont être davantage stressées. Ici, on arrose avec de l'eau tempérée. Et donc c'est de l'eau de pluie qui alimente l'étang et après on pompe l'eau de l'étang pour alimenter tout le système micro-gouttes que tu vois là à terre. Ouais, c'est l'idéal quoi en termes d'eau. C'est de la bonne eau quoi. Oui. Et donc avoir un point d'eau, c'est aussi super important pour la biodiversité. Pour, les abeilles viennent ici, on a des libellules, on a des demoiselles, on a plein de grenouilles, des crapauds. Et puis ça crée aussi une zone tampon. L'eau va réchauffer. L'eau a toujours un degré différent. Donc quand la température commence à être plus froide, l'eau est plus chaude et va réchauffer les plantes environnantes. Et quand il fait trop chaud, l'eau, elle prend toujours plus de temps, en fait c'est un tampon, donc elle prend plus de temps à changer de température. Elle va refroidir les plantes environnantes. Et quand on a un effet de lisière comme ça, deux environnements différents, eau et terre, eh bien souvent on dit que c'est plus riche. Les zones de lisière sont souvent plus riches. Ouais, génial. Là, on a de nouveau pas mal de médicinales, le thym, l'origan, là, mais c'est fini. Ouais. Puis il y a l'hysope. Et quelques plantes aquatiques là-bas au fond, je vois aussi. Oui, ça c'est le lagunage pour auto-épuration de l'eau. Vous n'avez pas expérimenté les plantes aquatiques comestibles encore? Non, c'est qu'il y a les menthes aquatiques par exemple. Ouais. Ça, non, pas encore. Cela dit, j'ai du thym citron là qui commence à se comporter comme une aquatique parce que elle est morte, mis à part celles qui sont, je m'y attendais pas du tout. Ah, c'est vrai, mis à part celles qui sont dans l'eau. Oui, mais j'en ai déjà vu proche dans des zones humides. Du thym citron? Ouais. Ah, mais voilà, ça je savais pas. Je pensais que c'était comme du thym ici. Ou du thym serpolé. Ouais, mais là c'est le thym ordinaire. Ça c'est le thym ordinaire, non, c'est plus du thym serpolé que j'avais vu. C'est très beau. Est-ce que tu as déjà goûté le cynorrhodon? Oui, j'ai déjà goûté, mais si tu veux en parler. C'est une anecdote, mais cela dit une anecdote intéressante. Donc le cynorrhodon, le fruit de l'églantier, de la rose sauvage, c'est une super source de vitamine C. Et donc quand elle est blette, quand elle est un peu molle, eh bien c'est le moment de le déguster. Donc il suffit d'un peu pousser, ça fait un petit ketchup. Délicieux, plein de vitamine C. Ouais, il y a les pépins dedans, non? Mais faut faire. Ouais, mais c'est pas grave. Là, je pense qu'elle est pas mal. En fait, c'est un vermifuge. Si tu prends tout, si tu manges tout, c'est un vermifuge naturel. Ça s'appelle aussi gras de cul, parce que c'est un vermifuge. Ouais. Alors
nous voilà dans l'ancienne grange qui est maintenant utilisée principalement pour les événements d'entreprise et les formations. Et on y a intégré aussi nos espaces de transformation. Ouais. Donc on vend nos fruits frais. Les gens peuvent venir sur place en autocueillette ou on les vend dans les magasins, mais on les transforme aussi en confiture, compote, en jus, shoot antioxydants, fruits déshydratés, ici par exemple. Ici donc les pommes déshydratées, les poires déshydratées, les framboises. Et on a aussi des figues déshydratées. D'accord, et ça du coup ça se conserve plus longtemps quoi, c'est ça l'intérêt? Oui, c'est ça. L'idée de transformer et de prolonger la saison, donc de continuer à bénéficier de tous ces légumes à la saison froide. Fruits, pardon, à la saison froide. Puis les jus et les tisanes ici. Donc on parlait de toutes les plantes médicinales qu'on a vues. Donc je les fais sécher et puis je fais une composition, je les mets en sachet et puis après c'est à déguster en tisane. D'accord. Ou bien frais ici, on peut les manger, les boire aussi. Oui, juste simplement dans l'eau infusée quoi. Ouais, moi j'aime bien travailler de 4 manières avec les plantes. Donc avec les plantes séchées, les plantes fraîches dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide. Donc on peut mettre des plantes séchées dans de l'eau fraîche ou dans de l'eau chaude. Et des plantes fraîches dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude. J'ai rien compris. On peut inverser, oui, fraîche ou chaude, on peut. Les deux, ça marche quoi. Chaud ou froid, frais ou sec. Et on s'amuse avec les 4 et ça développe des arômes différents. D'accord, ok. Par exemple, l'ortie, notre copine, si on la met ici fraîche, donc j'ai mis là de l'ortie, dans de l'eau froide, et elle va développer donner un goût floral à l'eau, un peu mielleux. Alors que si je mets de l'ortie dans de l'eau chaude, elle va donner un goût herbacé. Ok, ça change le goût. Oui, ça change le goût. Voilà. Intéressant. Alors la cuisine de transformation, je ne sais pas si c'est intéressant à montrer, mais... Bon, elle n'est peut-être pas très esthétique à filmer, mais c'est ici que... Montrer un peu juste le processus que vous faites sécher. Vous avez, j'imagine, un séchoir. Le séchoir, c'est de l'autre côté. Là. Mais donc ici, on va faire les confitures et les compotes dans le grand chaudron en cuivre. Ok. Ici. On va déshydrater les pommes, les poires et les framboises et les figues ici, dans des déshydrateurs. Et... ici, on utilise le four pour stériliser tous les pots et pour transformer nos légumes. Et puis donc on stocke ici, on entrepose un petit peu. Ok, d'accord. Ouais, c'est sûr que ça demande un certain matériel, cuisine, d'équipement quoi, je veux dire. Un équipement aussi. Il y a l'AFSCA, donc l'agence d'hygiène, enfin de contrôle de l'hygiène alimentaire qui passe. Donc dès que tu fais de la transformation et que tu commercialises un tiers, tu es obligé d'avoir un certain standing de cuisine. Une réglementation. Une réglementation pour pouvoir travailler en professionnel. Ok. Et alors le séchoir est là-bas. Là, il y a tout le petit magasin, là, mais on voit, il n'y a pas encore tous les produits, mais de nouveau, les confitures, les shoots antioxydants, ça c'est du 100% pur fruit, donc l'idée étant que c'est plein d'antioxydants. Il n'y a aucun sucre ici, une confiture, il y a toujours un ajout de sucre pour pouvoir la conserver. Les compotes, c'est quasi sans sucre, ça, mais alors ça se conserve moins longtemps qu'une confiture. Et puis toutes les tisanes ici. Trop bien. Et donc le séchoir, ça vient aussi du jardin. Ah, c'est pas de la déco. Si, ça fait de la déco. C'est de la déco, c'est des vrais, quoi. Mais c'est des vrais, ouais. Comme elles sont devenues grandes, elles ne sont pas nécessairement bonnes à manger, mais elles sont belles en déco. Ah, c'est magnifique. Donc ici, j'arrive avec j'ai récolté toutes mes plantes, j'arrive avec mes bacs de cueillette et de mai à septembre, mais disons max le 21 septembre, donc je vais disposer mes plantes ici sur les clés de séchage, en fines couches, et elles vont sécher ici, donc dans toutes ces étagères. Et puis après je vais les stocker, donc toutes les plantes simples dans les bacs là. Et puis je vais faire les mélanges. Et donc là, c'est assez
rare de venir à ce moment-ci. En fait, on ne voit pas les plantes. C'est joli de les voir normalement ici en train de sécher. Dans tous les bacs. Mais par contre, ça, on le voit rarement. C'est-à-dire que j'ai déjà fait mes mélanges et je suis en train de les ensécher. Et donc ici, là par exemple, elle s'appelle Antoinette, la tisane. Okay. Et il y a dedans de la guimauve, du lilas, verveine citronnée, noisetier pourpre, rose, et un peu de noisetier fermenté. Et donc ça, après, j'ai créé ce mélange, j'ai 8 mélanges différents. Et puis c'est ça que je vais mettre en sachet, les tisanes qu'on a vues là en bas. Alors là, il y a une odeur, on va pas la sentir à la caméra, mais dommage. Ça sent bon, la verveine et le. Ouais. Développer Mais le côté visuel est joli aussi, c'est très beau. Oui. Hein. Ok, comme ça c'est prêt à être en sachet. En sachet. Et... Voilà. Et alors, une qui est jolie aussi, si jamais. C'est la tisane Immunity. C'est encore une autre odeur. Donc là, Immunity, parce que c'est un peu la tisane de l'hiver, ça stimule l'immunité. Dedans, il y a du thym citron, du thym ordinaire, de l'épicéa, des cuirs de fruits, donc des fruits rouges, de la sauge, du sureau et de la monarde d'Idima. Et donc ça, c'est un petit peu plus... elle a les couleurs de l'hiver, un peu comme des flocons de neige et du rouge. Et puis elle a un arôme, je ne sais pas si tu le sens là, très... fruité, un peu fruité, frais, ouais. Ah, ça doit être un boulot de choisir, de faire plein de tests, j'imagine. Ouais, ça c'est le côté artistique du métier. Créatif. Créativité, ouais. Et puis là, je vais chercher du sel et de la fleur, du gros sel et de la fleur de sel à l'île de Ré. Ok. Pour faire, donc je crée des fleurs de sel aromatisées, donc je mélange des plantes aromatiques, mais alors que je vais moudre, qui seront beaucoup plus petites, petites granulométries, que je mélange avec du sel, et comme ça fait un délicieux sel aromatisé. Ah ouais, je vois. Mais j'en ai pas encore, je suis en train de les créer. C'est en cours. C'est en cours, ouais. Trop bien. Voilà. Eh ben chouette. Et ça, c'est moi quand j'étais petite, j'étais déjà prédestinée à parler avec les plantes. Excellent. Ça représente quoi la forêt-jardin pour toi ? La forêt-jardin, pour moi, c'est un mode très intéressant de cultiver parce que là, on disait qu'on a mêlé 2 passions, la passion des arbres de mon papa et des plantes médicinales pour moi. Et donc, c'est une manière sur un plus ou moins petit espace, d'avoir plein de variétés différentes. Pas que les fruits, pas qu'un verger, pas que du maraîchage ou pas que des plantes médicinales, mais vraiment tout ensemble. Et donc, ça permet plus d'autonomie ou d'autosuffisance si on veut aller vers ça aussi. Et beaucoup de diversité. Ok, cool. Merci Ophélie. Avec plaisir. Plus. Ciao. Salut. Ta mission, si tu l'acceptes, créer un espace qui te nourrit toi et qui nourrit la biodiversité. Dans un monde où tout devient artificiel, où notre alimentation se dégrade et la nature disparaît, certains ont décidé de reprendre le contrôle, mais par où commencer ? Beaucoup trop d'informations, trop de théories et rien de vraiment concret. C'est là que j'interviens. J'ai conçu une méthode simple pour créer un jardin-forêt comestible, autonome et vivant. Ton objectif, créer ta première guilde en 30 jours. C'est un système où les plantes s'entraident, le sol se régénère, où tu vas pouvoir récolter sans tout contrôler avec peu d'entretien. Pas besoin d'un hectare de terrain, pas besoin d'être expert, juste de commencer petit. Il suffit d'un arbre, de quelques plantes pour créer déjà un écosystème. Tu auras chaque jour une mission et à chaque mission, un pas de plus vers ton autonomie. Ce message s'autodétruira si tu ne vas pas au bout de cette mission. Alors commence par créer un espace qui te nourrit et qui prend soin de lui.